avec l'alpha-cétoglutarate va subir une réaction, une décarboxylation oxydative, c'est-à-dire départ du CO2 et des H+ et protons sont enlevés. Donc, électrons protons sont pris en charge et j'obtiens mon deuxième NADH H+. Donc, à quelle étape j'obtiens le deuxième NADH H+. Donc, on obtient ce qu'on appelle le succinyl-CoA. Alors, je reprends. L'alpha-cétoglutarate subit une décarboxylation oxydative. Décarboxylation oxydative, معناتها sortie de CO2 et formation du deuxième NADH H+. Entrée, et il y a entrée du coenzyme A. Le coenzyme A يدخل pour me former le succinyl coenzyme A. يعني le succinyl accroché sur le coenzyme A. C'est clair? L'alpha-cétoglutarate subit une réaction de décarboxylation oxydative avec sortie de CO2 et formation du deuxième NADH H+ à l'étape alpha-cétoglutarate succinyl-CoA. Qu'est-ce qui entre aussi? Il y a le coenzyme A qui entre pour se fixer sur le succinyl. Donc, j'obtiens le succinyl-CoA. C'est bon? Le succinyl-CoA, ensuite, est transformé en succinate. شوفوا معايا مليح. Le succinyl-CoA, il est accroché au coenzyme A. Lorsqu'il est transformé en succinate, il y a hydrolyse de la liaison thioester. Il y a l'hydrolyse de la liaison la liaison entre qui lie le succinyl et le coenzyme A. Quand il y a libération du coenzyme A, sous forme de CoASH, il y a libération d'une importante énergie. Cette énergie-là va servir à phosphoryler le GDP en GTP. Donc, l'énergie qui est obtenue suite à l'hydrolyse du succinyl-CoA en succinate va servir à phosphoryler le GDP. Donc, on a GDP plus PI, medley GTP. Qu'est-ce qui m'a permis de fixer le PI, le GDP, pour avoir le GTP? C'est l'énergie obtenue suite à l'hydrolyse du S-CoA là. D'accord? C'est l'énergie qui a été libérée et qui a permis d'obtenir le GTP à partir de GDP et PI. Est-ce que c'est clair? Donc, on obtient le succinate. C'est clair là? Puisqu'il y a eu hydrolyse du S-CoA, donc, il est devenu CoAS. Il est perdu sous forme de CoASH. Sous forme de CoASH, puisqu'il a été hydrolysé, coupé. Alors, revenons au GTP HADEC. Le GTP HADA, il va céder son PI à l'ADP pour former de l'ATP. Donc, ici, j'ai formé mon premier ATP. Comment appelle-t-on ce processus-là? J'ai pu produire de l'ATP à cette étape-là. On va l'étape هذه. C'est une... Il y a 13 participants, très bien. l'étape هذه. C'est une... Maria راكي هنا ولا لا؟ وش نسميوها هذه l'étape؟ واحد ما يعرفها؟ Qu'est-ce que j'ai produit ici? Qu'est-ce que j'ai produit ici? Qu'est-ce que j'ai produit ici? Qu'est-ce qu'on a produit ici? On a produit quoi ici? Qu'est-ce qui est sorti ici? Un ATP. On a produit un ATP. L'ATP, ça vous semble normal que l'ATP soit produit ici? L'ATP est produite au niveau de la chaîne respiratoire. Comment ça se fait que l'ATP soit
Très bien, enfin, c'est une phosphorylation au niveau du substrat. Donc, le succinyl-CoA, il a pu me fabriquer de l'ATP. Donc, on appelle ça une phosphorylation au niveau du substrat parce que d'habitude, l'ATP, elle est produite au niveau de la chaîne respiratoire. C'est rare où on a l'ATP produite au niveau du substrat. Donc, c'est une phosphorylation au niveau du substrat. Donc, le succinyl-CoA, c'est un composé comment? C'est un composé comment? Les composés, les ils diront de l'ATP à leur niveau. C'est des composés. Ah bah. Vous voyez quand vous ratez vos cours? C'est des composés à haut potentiel d'hydrolyse. Donc, ah oui, composé à haut potentiel d'hydrolyse. Donc, Narja, le succinyl-CoA est un composé à haut potentiel d'hydrolyse. Parce qu'il a pu, à son niveau, nous fabriquer de l'ATP. Donc, l'isocitrate, qu'est-ce que j'ai obtenu? J'ai obtenu 2 NADH+, j'ai libéré un CO2 et j'ai produit un ATP au niveau du substrat, au niveau du succinyl-CoA. Donc, la succinate. Bon, la réaction elle est spécifique des êtres humains. Chez les plantes, par exemple, à partir du GDP, on a directement ADP et maintenant ATP. La réaction, elle est juste spécifique des êtres humains. C'est tout. Parce que l'enzyme qui travaille sur le GDP, l'ADP. Quand j'ai l'enzyme qui travaille sur l'ADP directement, j'aurais obtenu directement ADP qui m'aurait donné de l'ATP directement. Mais nous, on ne possède pas l'enzyme qui travaille directement sur l'ADP. On a l'enzyme qui travaille sur le GDP, c'est tout. Donc, l'alpha-cétoglutarate subit une décarboxylation oxydative avec formation de succinyl-CoA, libération de CO2 NADH+. Le succinyl-CoA est un composé à haut potentiel d'hydrolyse. L'hydrolyse de l'enzyme libère de l'énergie. Cette énergie va servir à phosphoryler le GDP en GTP. Le GTP va céder son phosphate à l'ADP avec production d'ATP et on obtient finalement donc ce qu'on appelle le succinate. Puisque le CoA-SH a été libéré, donc il revient, il est libéré pour revenir prendre en charge une autre réaction. C'est bon jusque-là? Jusque-là, c'est clair? Alors, le succinate à son tour. Le succinate à son tour, oui, le succinate à son tour va subir une réaction, une troisième réaction d'oxydoréduction. La succinate, souvenez-vous, la succinate déshydrogénase. La succinate déshydrogénase, l'enzyme. L'irahi commune entre la chaîne respiratoire et le cycle de Krebs. Vous voyez pourquoi le cycle de Krebs doit être à côté de la chaîne respiratoire? Parce qu'on a en commun la succinate déshydrogénase. La succinate déshydrogénase, c'est le complexe 2 de la chaîne respiratoire et c'est aussi l'enzyme du cycle de Krebs. Donc, le succinate subit une réaction d'oxydoréduction, mais cette fois-ci, grâce à la succinate déshydrogénase, mais le coenzyme est cette fois-ci le FADH2. Donc, les hydrogènes qui sont pris en charge par le FADH2. Donc, on obtient le fumarate. C'est le fumarate. Donc, succinate est transformé en fumarate par une réaction d'oxydoréduction faisant intervenir une enzyme à FADH2. Donc, jusqu'à présent, on a obtenu 2 FADH2, 2 NADH+, on a obtenu un ATP et ici, on a obtenu un FADH2. Donc, le fumarate, à son tour, regardez la succinate déshydrogénase. Elle nous a formé le fumarate dans une configuration trans. Regardez les CO.
ils sont dans une position opposée. Donc, c'est la configuration trans. C'est pas pour rien. C'est pour permettre à la fumarase d'hydrater cette double liaison. Qu'on prenne la configuration 6, donc du même côté, les CO du même côté, la fumarase ne peut pas agir sur ce composé parce que la fumarase travaille sur la configuration trans. Je répète, donc le succinate est transformé en fumarate grâce à la succinate déshydrogénase enzyme AFAD. On obtient donc du FAD-H2. Et la succinate déshydrogénase réarrange la molécule en la rendant à la configuration trans pour permettre à la fumarase d'agir. La fumarase est spécifique de la configuration trans. Donc ensuite, ce fumarate est transformé en malate par hydratation de la double liaison configuration trans. J'obtiens ce qu'on appelle du malate. Finalement, ce malate subit une réaction d'oxydoréduction avec formation de NADH+, et production d'oxaloacétate. J'obtiens de l'oxaloacétate. Bon, qu'est-ce qui se passe? L'oxaloacétate, c'est le premier élément du cycle de Krebs. Donc, le cycle de Krebs, l'organisme ramène une deuxième molécule d'acétyl-CoA qui se condense avec cet oxaloacétate et le cycle reprend, puisqu'on avait dit la dernière fois, Belli, c'est un cycle. Et ainsi de suite. Donc, qu'est-ce qu'on a obtenu dans le cycle? Est-ce que c'est clair là, les réactions, elles sont claires? C'est clair? C'est lent pour répondre. Comme تسمعوا فيا؟ Très bien. C'est clair. Donc, passons à l'équation du cycle. Le cycle interne بدا بالacétyl-CoA. Le cycle interne بدا بالacétyl-CoA, n'est-ce pas? On a consommé 3 NAD+, on a consommé un FAD, on a consommé un GDP plus PI, et les H2O, donc, les H2O. Donc, qu'est-ce qu'on a libéré? On a libéré le CoA en SH, on a libéré 2 CO2, on a libéré 3 NADH+, un GTP qui provient le GTP après ATP. Et bien sûr du FADH2. Voilà ce que nous donne le cycle de Krebs. Bon, on va calculer le bilan énergétique interne. On a obtenu 3 NADH+, le cycle de Krebs. On sait que 1 NADH+, il met 3 ATP. Donc 3 fois 3 ATP. On a obtenu un FADH2. Le FADH2, le FAD, il met 2 ATP. Donc 1 fois 2. Et on a obtenu aussi un ATP. L'ATP, mais la phosphorylation au niveau du substrat, l'étape du passage du succinyl-CoA en succinate. Donc, on a le bilan total. 3 fois 3, 9 fois 2. Donc, 9 plus 2, ça me fait 11. Plus l'ATP de la phosphorylation au niveau du substrat, le total me donne 12 ATP. Donc, la dégradation totale du cycle de Krebs, de l'acétyl-CoA dans le cycle de Krebs, me donne 12 ATP. Donc, un acétyl-CoA me donne 12 ATP. Donc, voici le bilan énergétique de la dégradation du cycle de Krebs. Alors, les FADH2 ou les NADH+, la chaîne respiratoire et ils vont me produire de l'ATP au niveau de la chaîne respiratoire. Les ATP, ils sont produits au niveau de la chaîne respiratoire. Il est produit au niveau du substrat. À quelle étape précisément? À l'étape succinyl-CoA, succinate. Est-ce que c'est clair? C'est clair là? Très bien. D'accord. Donc, on passe maintenant aux inhibiteurs du cycle de Krebs. Chaque voie a des inhibiteurs TAHA. Le fluoroacétate. Les inhibiteurs du cycle de Krebs. Les inhibiteurs du cycle de Krebs. J'ai sélectionné que 3. Alors, le fluoroacétate, le fluoroacétate, il bloque le passage du citrate en
6 aconitate ou la citrate en isocitrate. Isocitrate. Parce que la 6 aconitate, هي اللي تمد لك l'isocitrate. Donc, le fluoroacétate bloque le passage du citrate en 6 aconitate ou là en isocitrate. Donc, si j'utilise le fluoroacétate, il y aura accumulation de citrate et le cycle de Krebs va s'arrêter, n'est-ce pas? Le malonate, l'exercice bloque le passage du succinate en fumarate. Le succinate en fumarate, donc le cycle est. Alors, l'arsénite. L'arsénite, c'est un analogue structural du PI. L'arsénite est un analogue structural du PI. Donc, le PI, l'acide H3PO4. عندك H3PO4 au lieu اللي عندك ال P عندك ال ASN H3ASN donc يشبه الفوسفات ال H3PO4 c'est un analogue structural du H3PO4 هذا l'arsénite d'accord donc واش يدير l'arsénite هذا il bloque le passage de l'alpha-acétoglutarate en succinyl-CoA. Alors, il ne bloque pas l'étape. Donc, puisque c'est un analogue, notez-le bien. Puisque l'arsénite, je l'ai parce que je le cycle de Krebs. D'accord? L'arsénite, il bloque toute réaction utilisant le phosphate. D'accord? Est-ce que vous avez compris? L'arsénite. Je ne l'ai cité pas le cycle de Krebs parce que je parle du cycle de Krebs. Je suis en train d'expliquer le cycle de Krebs. Mais puisque c'est un analogue structural du PI, donc il va inhiber toute réaction utilisant le phosphate, l'H3PO4. Toute réaction utilisant l'H3PO sera bloquée. D'accord? D'accord? Je vérifie si vous avez bien compris. J'utilise l'arsénite au niveau de la chaîne respiratoire. La chaîne respiratoire, c'est tout. Est-ce qu'il va y avoir une perturbation ou pas? Rapidement. Répondez rapidement. Oui ou علاش? Oui ou علاه? وعلاه oui. C'est facile de dire oui ou là non. Très bien, très bien. Au niveau de l'ATP synthétase, l'ATP synthétase, le rôle c'est quoi? Oui, très bien. Le rôle de l'ATP synthétase, c'est phosphoryler l'ATP à partir d'ADP et PI, qui rejoignent les protons, les H+. Or, mais je me viens de me rendre compte qu'une cite حاجة في la chaîne respiratoire. Or, donc نرجع لهذيك الحاجة تفكرتها. La chaîne respiratoire, donc, la phosphorylation de l'ATP à partir d'ADP et PI. Puisque le PI هذاك هو qui va me fabriquer de l'ATP. ADP plus PI donne de l'ATP qui تحط له l'arsénite. L'arsénite, c'est un analogue structural du PI. واش يصرى؟ اسمعوني مليح، أنا ما نزيدش نعاود نكسبليكيها الهضرة هذه. Si je, donc, اكتبوها ADP plus PI donne ATP, n'est-ce pas? ADP plus PI donne ATP. Donc, quand on va mettre de l'arsénite, ADP plus ASN, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient de l'adényl arsénylé. نعاود نكسبليكي. Admettons la chaîne respiratoire حطيت مع le PI ou l'ADP حطيت la ASN. Puisque c'est un analogue structural du PI, il va se fixer normalement l'ADP. On a un complexe adényl arsénylé. C'est un complexe adényl arsénylé. Alors le complexe adényl arsénylé, il est très rapidement formé et très rapidement détruit. Tout de suite, rapidement formé et rapidement détruit. De telle sorte qu'on ne peut même pas vérifier sa présence.
L'arsenic, l'arsenic, il est utilisé, c'est un poison utilisé surtout par les assassins, les meurtriers. On le retrouve les séries policières. Voilà, justement, les assassins ou les meurtriers choisissent ce poison-là, parce qu'il ne laisse pas de traces. Il est rapidement formé et il est rapidement détruit et perdu sous forme de chaleur. Donc, l'arsénite ne concerne pas uniquement le cycle de Krebs, il concerne tout composé utilisant du PI. Est-ce que c'est clair? L'arsénite? Alors, l'arsenic bloque le passage de l'alpha-cétoglutarate en succinyl-CoA. Parce que l'alpha-cétoglutarate, je ne dit le détail de la réaction, elle utilise du phosphate. Elle utilise du phosphate. C'est pour ça qu'il la bloque. Donc, la même chose, tout composé, les filles, le pays, quand on met de l'arsenite, il entre en compétition puisque c'est un analogue structural. Donc, la chaîne respiratoire, en présence d'arsenyle, on obtient de l'adényl arsénélie qui est rapidement produite et rapidement décomposée. Elle est rapidement produite. C'est pour ça que les assassins, lorsqu'ils utilisent l'arsenic, et quand on fait une autopsie, on ne retrouve aucune trace de ce poison-là. C'est le poison préféré par excellence des assassins. Est-ce que c'est clair? C'est clair? Haya Goulouli, oui. C'est clair? واش بكم حبستوا وينكم؟ Enfin. C'est clair? D'accord. Donc, on résume un peu le cycle. Où se déroule le cycle de Krebs? Matrice mitochondriale, ou spécialement la matrice mitochondriale, pour qu'il soit à côté de la chaîne respiratoire et en plus, il a en commun avec la وشية مازال malonate. وش به المالونات؟ المالونات قلنا il bloque le passage du succinate en fumarate. Il n'y a rien à expliquer puisqu'on l'avait vu déjà le TD. Malonate, il bloque le passage du succinate en fumarate, donc le succinate s'accumule. Alors, matrice mitochondriale, pour qu'il soit proche de la chaîne respiratoire, en plus, il partage avec la chaîne respiratoire une enzyme ou le complexe 2 de la chaîne respiratoire, la succinate déshydrogénase. Donc, il y a deux atomes de carbone qui entrent sous forme d'acétyl, ramenés par le coenzyme A. Chauffe aux deux atomes يدخلوا et deux atomes sortent sous forme de CO2, les réactions de décarboxylation. Il y a 4 paires d'H+, qui sont produits. On a 4 paires, on a 3 NADH+, et 1 FADH2, 4 paires. On a une phosphorylation au niveau du substrat qui nous donne du GTP, qui à son tour va nous former de l'ATP. Attention, on a 3 réactions en dernier. On a 3 réactions irréversibles dans le cycle de Krebs. La première réaction, la deuxième, de toute façon, c'est les réactions. La première réaction acétyl-CoA oxaloacétate citrate, isocitrate alpha-céto, succinyl-CoA. Donc, les 3 réactions irréversibles, c'est les réactions de régulation du cycle. D'accord? Donc, voilà ce qu'on avait à voir le cycle de Krebs. نرجع برك للريسبيراتوار باسكو نسيت ما هضرتش حاجه. هاهي وي ما فهمتش هذه ما اكسبليكيتهاش. ايه je l'ai sauté هذه la dernière fois. عجب. Donc revenons à la chaîne respiratoire. Et je l'ai sauté هذه. Alors, la chaîne respiratoire, elle est alimentée par les enzymes NADH ou FADH2 qui ramènent leurs électrons, qui passent d'un transporteur à un autre jusqu'à la réduction de l'atome d'oxygène, formation d'une molécule d'eau. Au fur et à mesure que les H+, les électrons passent d'un transporteur à un autre,
les H+ sont pompés de la matrice vers l'extérieur. L'extérieur, il se forme un potentiel électrochimique, acide à l'extérieur par rapport à l'intérieur. Ceci va provoquer le retour des H+ au niveau de l'ATP synthétase qui va libérer de l'énergie. Cette énergie-là va permettre de phosphoryler l'ADP avec le PI et formation d'ATP. Voilà. Donc, la matrice mitochondriale ne laisse pas, elle est imperméable, ne laisse pas passer n'importe quelle molécule. Ou l'ADP, l'IJ ou le PI, ils viennent de l'extérieur. Qui c'est qui va se charger de les faire rentrer? Donc, c'est une opération de translocation, un échange. Un échange. Donc, un ATP يخرج وكي يخرج l'ATP هذا يدخل معه l'ADP. ATP, ADP. تخرج ATP, يدخل ADP. Ou le PI, il est introduit par la translocase. Donc, il y a deux enzymes qui assurent l'entrée de l'ADP et PI du cytosol vers l'intérieur. Alors, l'ADP cytosolique est échangé contre l'ATP mitochondrial. L'enzyme qui assure ceci, c'est adénine nucléotide translocase. Adénine nucléotide translocase. D'accord? Le PI, lui, il entre cytosolique, il entre par la translocase, grâce à la translocase. هي اللي تدخله. هذه ما هضرتش عليها نسيتها la dernière fois. Donc, l'ADP et PI du cytosol entrent à l'intérieur de la matrice mitochondriale par deux enzymes. L'oula, c'est l'adénine nucléotide translocase pour l'ADP cytosolique. اللي تخرج معاها ATP. والثانية, le PI, il est entré par la translocase. Est-ce que c'est clair là? C'est clair? Alors, donc, le transfert de la paire d'électrons des NADH H+, حتى l'atome d'oxygène. Si on calcule delta G'0 نتاعو, كيما عملنا في الTD, le passage des électrons du NADH H+, حتى l'atome d'oxygène, تعطينا une énergie, donc, moins 2,303. تعطينا une énergie égale à moins 52,6 kilocalories par mol. Cette énergie, cette delta G'0, normalement, elle forme 6 ATP. Normalement, la valeur, normalement, elle nous forme 6 ATP. Or, théoriquement, on n'a que 3 ATP par NADH H+. Qu'est-ce la différence? Théoriquement, il doit se former. Donc, si je calcule le transfert des électrons du premier complexe à l'atome d'oxygène, normalement, j'ai une valeur de 52,6 kilocalories. Cette valeur, elle me forme 6 ATP. Or, il n'y a que 3 ATP qui sont formés. Pour le NADH H+. Qui peut me répondre? Qui peut me répondre? Qui peut me répondre à cette question? Thermodynamique. Tout simplement, une partie de cette énergie-là est perdue sous forme de chaleur. Une partie de l'énergie est perdue sous forme de chaleur. La chaleur, c'est elle qui va nous permettre de maintenir fixe notre température corporelle. La chaleur, elle fait partie de l'enthalpie. Souvenez-vous. Il y a l'enthalpie, l'entropie ou la delta G, l'énergie capable de nous faire un travail utile, l'énergie utile. D'accord? Donc, il se forme que 3 ATP par rapport aux 6 parce qu'une partie de l'énergie produite est perdue sous forme de chaleur. Cette chaleur-là représente l'enthalpie. Ou l'enthalpie, cette chaleur nous permet de garder fixe notre température corporelle. Voilà, هذا واش كنت حنقول la dernière fois ونسيتو. À vous des questions sur cette partie-là. معليش مازلنا نهضروا على الشان ريسبيراتور على les inhibiteurs. Est-ce que c'est clair jusque-là? Oui? Pas de questions sur la partie hadi? Très bien, donc je passe à la partie suivante. Yeah, واش درت هي.
دخت. Oui. Donc, je passe. نحل le deuxième métabolisme. C'est bon? Vous m'entendez? Ça s'est coupé. Les 45 minutes عدوا وأنا ما فقتش. Ça va, vous m'entendez? Ça s'est coupé. Si vous avez des questions sur ce qu'on avait vu tout à l'heure, posez-les en attendant que vos camarades nous rejoignent. Avez-vous des questions? تسمعوني؟ Oui. C'est bon, on commence? Donc, on est arrivé à la première coupure. تقصت لي وأنا ما فقتش باللي تقصت. Allez, donc, avez-vous des questions sur ce qu'on avait vu tout à l'heure? C'est bon? هيا نبداو métabolisme des glucides. Donc, on va donc قرينا la bioénergétique, cycle de Krebs respiratoire, pour pouvoir comprendre ce qui se passe, comment notre organisme utilise l'énergie des aliments, de la dégradation des glucides, lipides et protéines. On va commencer d'abord par le métabolisme des glucides. Mais on va faire une petite introduction ou là, une petite explication à le métabolisme. Donc, définir le métabolisme. C'est quoi le métabolisme? Le métabolisme, c'est l'ensemble des réactions accompagnant les processus de catabolisme et anabolisme. Le métabolisme, c'est l'ensemble des réactions, c'est le processus de toutes les réactions accompagnant le catabolisme et l'anabolisme. Que veut dire catabolisme? Le catabolisme, c'est la dégradation des molécules complexes. Le catabolisme, c'est la dégradation des molécules complexes. Les molécules complexes, on les dégrade en quoi? En molécules simples. Pour libérer de l'énergie. D'accord? Donc, catabolisme, c'est les processus de dégradation des molécules complexes en molécules simples pour tirer de l'énergie. Cette énergie, Hadika, on va l'utiliser pour quoi faire? Cette énergie, on va l'utiliser pour synthétiser les molécules, différentes molécules, y compris des molécules complexes. Donc, c'est un cercle en quelque sorte. C'est ce qu'on appelle anabolisme. Donc, en deux mots, catabolisme, dégradation avec production d'énergie. Anabolisme, synthèse avec consommation d'énergie. Donc, dans les deux, il y a le mot énergie. Alors, je reprends. Le métabolisme consiste à étudier les processus de réaction mettant en jeu le catabolisme et l'anabolisme. Le catabolisme sous-entend la dégradation des molécules complexes en molécules simples avec production d'énergie.
Cette énergie-là, c'est elle qui va être utilisée pour fabriquer de nouvelles molécules, y compris les molécules complexes. C'est ce qu'on appelle l'anabolisme ou synthèse. Anabolisme, dégradation, libération d'énergie, catabolisme, dégradation avec libération d'énergie. Anabolisme, synthèse avec libération, avec utilisation d'énergie. Est-ce que c'est clair? Ça doit être clair, c'est sûr. C'est bon, c'est clair? Très bien. Passons maintenant à la deuxième diapo. Alors, l'énergie alimentaire, elle est exprimée en quoi? Elle est exprimée en calories ou là en joules. Donc, nous, pour subvenir aux besoins de notre organisme, on a besoin de glucides, lipides et protéines. En quelle proportion? Santé. Les glucides, là, on a besoin d'une valeur moyenne de 4,1 kilocalories par mol. Les protéines, 5,7 kilocalories par mol. Les lipides, 9,3 kilocalories par mol. Bon, ces valeurs HADOM ne sont pas fixes parce qu'elles peuvent changer selon le sexe, homme-femme, selon l'âge, enfant, adulte, vieux, c'est pas la même chose. Donc, ce ne sont pas des valeurs fixes, mais approximativement, voici les valeurs moyennes de ces trois molécules complexes. Mais ça peut changer. Alors, nous avons deux types de métabolisme. Nous avons le métabolisme de base appelé aussi basal et nous avons le métabolisme total. Que veut dire métabolisme de base ou la basal? Le métabolisme de base, c'est l'énergie que doit avoir notre organisme au repos. Quand on est au repos, ça ne veut pas dire que notre organisme ne travaille pas. Quand on est au repos, on respire, notre cœur bat, les cellules se divisent. Donc, même quand on ne bouge pas, on consomme de l'énergie. D'accord? Et le métabolisme basal contient le métabolisme de base et le métabolisme quand on bouge, quand on bouge, quand on marche, quand on parle, quand on regarde la télévision, etc. Donc, le métabolisme total contient le métabolisme basal plus les efforts que nous effectuons. Le métabolisme de base, c'est la consommation d'énergie quand on est au repos. D'accord? Donc, vous arrivez à faire la différence entre ces deux types de métabolisme. Alors, nous avons deux types de métabolisme. Le métabolisme de base ou basal, c'est le métabolisme au repos. Et le métabolisme total, c'est-à-dire, il comprend le métabolisme de base et le métabolisme de quand on bouge, on marche, on se déplace, on court, on monte les escaliers, etc. On bouge. Donc, voici les deux définitions du métabolisme de base et total. Alors, on s'attaque maintenant au métabolisme proprement dit des glucides. Si j'avais à définir le métabolisme des glucides, c'est quoi? Le métabolisme des glucides, c'est l'apport du glucose et son devenir dans l'organisme. Nous mangeons des glucides, n'est-ce pas? Ces glucides, quand on les mange, quelle serait leur destinée dans notre organisme? Qu'est-ce qu'ils vont nous former? Ils vont nous fabriquer de l'énergie. Ils vont nous fabriquer d'autres molécules aussi. Ces molécules, quelle est leur destinée? Qu'est-ce qu'elles vont former? Donc, tout ça, c'est ce qu'on va voir dans le métabolisme des glucides. On va le voir, le métabolisme des glucides. Mais avant de s'attaquer au métabolisme lui-même, on va voir ce qui se passe quand on mange des glucides. Quand on mange du pain, par exemple, du pain. Le pain, il contient de l'amidon. Donc, quelle est la première barrière de dégradation? C'est la bouche. Grâce à quoi? Grâce aux enzymes, les alpha-amylases contenues dans la salive. Donc, premier lieu de dégradation des glucides, c'est la bouche, grâce aux alpha-amylases. Après, donc, bouche d'abord, puis estomac. L'estomac, vous savez qu'elle est acide. L'acidité va couper la liaison osidique. Après, au niveau de l'intestin, l'intestin qui contient les différentes enzymes, les saccharase, les maltases, les lactases. Donc, les intestins contiennent les différentes enzymes. En bas, donc, nous l'intestin. On a toujours l'intestin. Hadom, c'est les brosses des cellules intestinales. C'est hadom, les dentelles. Hadom, c'est les brosses de la cellule intestinale. Donc,
On est parti d'une grosse molécule. Cette grosse molécule-là, on est en train de la dégrader au maximum حتى نتحصلوا على des petites molécules. Donc, هنا, par exemple, je parle de l'amidon. L'amidon هذاك هو يتقص لي في la bouche. يتقص واش يتقص مش راح يتقص كامل mais راح يتقص واش يتقص. ومن بعد يتقص aussi في l'estomac l'acidité. ومن بعد في l'intestin grêle par les enzymes, les différentes enzymes, les maltases, les lactases, les saccharase, etc. ومن بعد هنا يوصل لي في la cellule intestinale. في la cellule intestinale, donc dégradation, il est dégradé. من بعد, une fois qu'il a été complètement dégradé, on va avoir du glucose, ou là du galactose, ou là du fructose. D'accord? Donc ça, c'est le chemin suivi par les grosses molécules qui sont dégradées en simples molécules jusqu'à ce qu'on arrive à obtenir de simples molécules, c'est-à-dire seulement glucose, ou la galactose, ou la fructose. D'accord? Donc, la cellule intestinale, tout se passe dans la cellule intestinale. Donc, la cellule intestinale, les enzymes, elles vont couper au maximum et libérer donc le glucose, ou là le galactose, ou là le fructose. Donc, ce glucose ou la galactose ou la fructose, il est pris en charge par le sang et il va être transféré dans les cellules nécessitant. Donc, là, on va voir la destinée c'est quoi. Là, on verra. Donc, la cellule intestinale éjecter ou la circulation sanguine, le sang va prendre en charge avec le glucose ou la galactose ou la fructose. On verra ce qui va se passer après. Est-ce que c'est clair? Donc, avec le glucose, il est toujours dans la cellule intestinale. Hay la brosse hadik. Ou le sang. Donc, ce glucose ou la galactose ou la fructose, ils sont pris en charge par des transporteurs. On a deux types de transporteurs. Les transporteurs membranaires, GLUT1 ou la GLUT1, T2, T3, T4 jusqu'à T5. On a des transporteurs membranaires, les transporteurs membranaires. Ou on a le deuxième transporteur, les SGLT. Je m'arrête sugar, S, sugar, glucose, LT1, transporteur. Sugar, glucose, transporteur. Donc, on a deux types de transporteurs pour les os. On a les SGL, on a SGLT1, T2, T3. هذوما اللي ما ندخلوش فيه بزاف les détails هذا. Parce que pour chaque transporteur, on a les lots internes spécifiques. Par exemple, le fructose, le GLUT5, c'est le transporteur interne. Le GLUT2, transporteur interne, c'est le glucose galactose. Ou là, aussi le fructose aussi. Donc, pour chaque man, trouche bzaf le détail parce que ça n'en finit. Ça va trop nous charger, mais al-mohem, qu'est-ce qui est important? Le glucose, fructose et galactose sont transportés par deux types de transporteurs, les SGLT1. Les SGLT1 travaillent au bouche, c'est des co-transporteurs. Ou je parle d'un co-transporteur, 2Na+, يدخلوا مع un glucose. How? 2Na+, مع un glucose يدخلوا. C'est un co-transporteur. On a les GLUT1, T2, T3, T4, T5. Donc, pour chaque transporteur, on a tel ou tel os. Bon, moi, je ne vais pas trop détailler ça parce qu'on n'a pas le temps. Je n'ai pas le temps de détailler tout ça. Je vous ai dit, les cours ils sont maintenant résumés. C'est des résumés des cours, des cours détaillés. D'accord? On passe maintenant à la principale voie. Donc, le glucose, ça y est, on l'a obtenu. Il a quitté la cellule intestinale. Il est pris en charge par le sang. Il est ramené à la cellule qui nécessite de l'énergie. Donc, quelle est la voie qui va dégrader ce glucose-là? C'est la glycolyse. La glycolyse, c'est la principale voie de dégradation du glucose. La glycolyse est la principale voie de dégradation du glucose. La glycolyse est la principale voie de dégradation du glucose et elle dégrade le glucose. Elle le dégrade pour former quoi? La glycolyse dégrade le glucose
pour produire de l'énergie. Donc, à partir de maintenant, on va ouvrir des voies métaboliques. Qu'est-ce que je vous demande de retenir fait une voie métabolique? Son lieu, où est la voie? Qu'est-ce qu'elle produit? Quels sont les éléments qu'elle produit, cette voie? Et qu'est-ce qui la déclenche? Qu'est-ce qui déclenche cette voie? Ce les trois choses importantes que le métabolisme. D'accord? Donc, on a la glycolyse. C'est la principale voie de dégradation du glucose. La glycolyse produit de l'énergie. Donc, qu'est-ce qui déclenche la glycolyse? Ou qui déclenche la glycolyse? Elle est déclenchée par quoi, la glycolyse? Qu'est-ce qui déclenche la glycolyse? Elle produit. Non, mais je manque d'énergie. Besoin d'énergie. La glycolyse elle est déclenchée lorsque l'organisme a besoin d'énergie. D'accord? Lorsque l'organisme a besoin d'énergie, il va faire fonctionner la glycolyse. D'accord? Est-ce que c'est clair? Donc, la glycolyse, principale voie de dégradation du glucose, elle produit de l'énergie. Donc, elle est déclenchée par un besoin en énergie. Elle a lieu dans le cytosol. Elle a lieu dans le cytosol. D'accord? Il faut savoir le lieu de chaque voie métabolique. Donc, la glycolyse, elle est faite de 10 réactions que nous allons voir et elle n'est pas cyclique, elle est séquentielle. Hadi ou hadi. D'accord? Donc, la glycolyse comprend 10 réactions, elle est séquentielle, c'est-à-dire une réaction aura orta, et elle a lieu dans le cytosol. Donc, la glycolyse comprend deux phases. Une première phase de 5 réactions, la phase de consommation d'énergie. Une deuxième phase, aussi 5 réactions, la phase de production d'énergie. Alors, la glycolyse est la principale voie de dégradation du glucose. Elle produit de l'énergie. Elle a lieu dans le cytosol, comprend 10 réactions divisées en deux phases. Une première phase qui comprend 5 réactions, phase de consommation d'énergie. Une deuxième phase de production d'énergie. Production d'énergie ici. D'accord? C'est bon? Avant de commencer à détailler les réactions de la glycolyse, avez-vous des questions? Donc, il y a deux phases, phase de consommation d'énergie et phase de production d'énergie. Pas de questions? يا اخي راكم هنا برك يا اخي مشني وحدي قاعد نهضر. Très bien. On va commencer à voir les réactions de la glycolyse. On va commencer à préciser les voir. Alors, le glucose, dès qu'il entre dans la cellule, ça y est, il a été ramené par le sang. Le sang, le véhicule les cellules. Donc, le glucose entre dans la cellule. Alors, dès que le glucose entre dans la cellule, il est rapidement phosphorylé sur le C6, sur l'alcool primaire. Le glucose, dès qu'il entre dans la cellule, il est rapidement phosphorylé sur son C6, sur l'alcool primaire. Sur l'alcool primaire. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a consommé un ATP. Grâce à qui? Grâce à l'exokinase ou là aussi la glucokinase. Donc, première étape de la réaction de la glycolyse, phosphorylation du glucose en glucose 6-phosphate. C'est la première réaction de la glycolyse.
Donc, le glucose, dès qu'il entre dans la cellule, il est rapidement phosphorylé sur le carbone numéro 6 ou là, le carbone primaire. C'est bon. L'enseignement. Sur le carbone numéro 6. Donc, il est phosphorylé sur le carbone numéro 6. L'enzyme qui fait cette phosphorylation s'appelle l'exokinase. L'exokinase existe dans toutes les cellules de notre organisme. Cette opération peut aussi se faire avec la glucokinase. L'affinité de l'exokinase pour le glucose est beaucoup plus importante que la glucokinase. C'est pour ça que lorsqu'il y a un besoin en énergie, c'est l'exokinase qui travaille et ce n'est pas la glucokinase. Après, je vous dirai la glucokinase travaille. Vous voyez, la glucokinase, le substrat naturel, c'est le glucose, mais ce n'est pas elle qui le phosphoryle, c'est l'exokinase qui le phosphoryle. Je vous dis l'ironie du sort. Alors, est-ce que cette étape est comprise? Dès que le glucose entre dans la cellule, il est rapidement phosphorylé sur son C6 en glucose 6-phosphate. L'enzyme qui assure cette opération, c'est l'exokinase. Il y a consommation d'un ATP, donc un ADP qui sort. L'ATP est une transférase. C'est une transférase. Alors, me diriez-vous, le glucose entre dans la cellule, il est rapidement phosphorylé pour plusieurs raisons. La membrane cellulaire ne laisse pas passer et entrer n'importe quel métabolite ou n'importe quel intermédiaire. Donc, le glucose, lorsqu'il entre dans la cellule, il est rapidement phosphorylé pour empêcher sa fuite, sa sortie. Quand il est phosphorylé, il sort de la cellule. كما دخل يخرج عنده le transporteur تاعو اللي دخلوا ويخرجوا. Donc, sa phosphorylation l'empêche de ressortir de la cellule. C'est pour ça qu'il est phosphorylé. هذه أول حاجة. Cette phosphorylation lui permet d'être reconnu par les enzymes les différentes enzymes de la glycolyse. C'est une question de reconnaissance. Deuxième point, reconnaissance. Troisième point, ce phosphate il va donner de l'énergie au métabolite. Donc, le glucose, dès qu'il entre dans la cellule, il est rapidement phosphorylé en glucose 6-phosphate, phosphate sur le carbone numéro 6 par l'exokinase qui a une forte affinité pour le glucose plutôt que la glucokinase. Donc, il y a consommation d'un ATP ici. Le glucose, là, il est phosphorylé. Pourquoi? Pour permettre qu'il reste à la cellule. Qu'il n'est pas phosphorylé, il va sortir de la cellule. Pour permettre la reconnaissance par les autres enzymes de la glycolyse, et il va nous donner de l'énergie aux différents métabolites. C'est bon? C'est la première étape. Deuxième étape, le glucose 6-phosphate est isomérisé en fructose 6-phosphate par la phosphoglucose isomérase. C'est une réaction de quoi là? C'est une réaction d'isomérisation. L'enzyme est une isomérase. Elle a changé l'aldose, elle a rendu cétose. C'est une isomérisation. Donc, deuxième réaction, c'est une isomérisation. Le glucose 6-phosphate est isomérisé en fructose 6-phosphate. Donc, j'avais un aldose, j'ai obtenu un cétose. Ce n'est pas pour rien. C'est pour préparer à la suite. Donc, deuxième réaction, isomérisation. Le G6P est isomérisé en fructose. D'accord? D'accord? Et j'avais raison tout à l'heure de dire, c'est un carbone primaire. Et voilà, et c'est vrai, ce que je disais était vrai. Hada, c'est un alcool primaire. Le glucose. Hada, c'est un alcool primaire. Non, je disais pas n'importe quoi tout à l'heure. Hada, c'est un alcool primaire. Donc, la phosphorylation, elle se fait sur le C6 et sur l'alcool primaire. Ce que je disais était juste. Donc, isomérisation du glucose 6-phosphate en fructose 6-phosphate. Ce n'est pas pour rien. Hadi, c'est une
importante réaction de la glycolyse كامل. Quand on تصراش la réaction هذه ما نقدرش on peut pas aller plus loin. هذه elle est très très importante la réaction هذه. Ensuite, donc تشوفوا على elle est importante. Le fructose, le glucose 6-phosphate a été isomérisé en fructose 6-phosphate. وعلاش؟ Premièrement, j'obtiens un cétose. Les cétoses, les cétoses ont deux fonctions alcool primaire, C1 ou C6, n'est-ce pas? Les cétoses, par rapport aux aldoses. Les aldoses ont un alcool primaire, C6. Les cétoses ont un alcool primaire, C1 ou C6. Donc, l'importance de la réaction, l'importance d'avoir un cétose, c'est que je vais avoir un deuxième alcool primaire qui pourra être à son tour phosphorylé. Donc, j'obtiens du fructose 1,6 bisphosphate. J'obtiens du fructose phosphorylé sur le C1 et le C6. Consommation d'ATP, l'enzyme qui assure cette fonction s'appelle la phosphofructokinase. Pour le nom des enzymes, vous toujours le substrat. Vous avez les enzymes qui phosphorylent, nous des kinases. C'est une fructokinase. Et elle est déjà phosphorylée, donc phosphofructokinase. Donc, il y a consommation d'un deuxième ATP qui a servi à phosphoryler le C1 du fructose 6-phosphate en fructose 1,6 bisphosphate. Est-ce que vous avez vu déjà l'importance de la réaction d'isomérisation du glucose en fructose 6-phosphate? Si j'avais pas du fructose 6-phosphate, j'aurais pas pu avoir une phosphorylation sur le C1. Glucose. Le glucose, un seul alcool primaire qui est C6. Donc, si on garde juste glucose, j'aurais pas pu avoir un deuxième phosphate sur le C1. C'est pour ça que il y a eu isomérisation du G6P en fructose 6-phosphate. Donc, cette isomérisation m'a permis de révéler l'alcool primaire en C1 qui a été phosphorylé et on a obtenu du fructose 1,6 bisphosphate. Voilà, bisphosphate ou ma goutte diphosphate. Donc, je ne vais pas vous attendre la réponse. Quand le phosphate, voilà n'importe quelle molécule est prise entre deux carbones différents. Il y a le phosphate C1 ou C6. Donc, on a bis, on dit. Par contre, l'ATP, les triphosphates sont pris par le même carbone, ATP, le carbone numéro 6. Donc, c'est pour ça qu'on dit adénosine triphosphate ou la diphosphate. ADP, on dit la diphosphate parce que le phosphate il est pris en charge par le même carbone. Donc, lorsque la molécule est prise en charge par deux carbones différents, on dit bis. Lorsqu'elle est prise en charge par le même carbone, on dit. D'accord? Donc, deuxième étape, le fructose 6-phosphate est encore phosphorylé en fructose 1,6 bisphosphate. J'obtiens le fructose 1,6 bisphosphate. L'étape suivante, le fructose 1,6 bisphosphate sera coupé dans le milieu. La molécule qui m'a La molécule, ensuite, elle sera coupée, scindée en deux trioses, en deux composés à 3 carbones chacun. Le deuxième intérêt d'avoir un cétose plutôt qu'un aldose. Imaginez, qu'on prend le glucose qui m'a qui تتقسم la molécule راح تتقسم من هنا على molécule راح يعود عندي deux os واحد فيه 4 كربون والاخر فيه 2 كربون شوفوا نقسم la molécule comme ça هكذا تقسم la molécule mais comme il y a eu l'isomérisation et j'ai obtenu un fructose راح نقسم la molécule de façon symétrique et je vais avoir, donc, exprès, mais normalement, il est sous forme cyclique. La molécule va se couper comme ça, au milieu, exactement, pour avoir deux composés à 3 carbones chacun. Donc, imaginez, le fructose 1,6 bisphosphate, il sera coupé ici, la coupure va se faire ici. Je vais avoir deux trioses, ou deux composés à 3 carbones chacun.
Les carbones 1, 2, 3, شوفوا les carbones 1, 2, 3 راح يروحوا مع la dihydroxyacétone phosphate. هاهم 1, 2, 3 هاهم. هادم يمدوا لي la dihydroxyacétone phosphate. Les carbones 4, 5, 6 راح يمدوا لي le glycéraldéhyde phosphate, 3 phosphates. Donc نعاود. Le fructose 1,6 bisphosphate est coupé de façon symétrique, de telle sorte que je vais avoir 2 trioses, 2 composés à 3 carbones chacun. Les premiers carbones, ils vont me donner la dihydroxyacétone phosphate. Ou les 3 derniers carbones, ils me donnent le glycéraldéhyde 3 phosphate. C'est le glycéraldéhyde 3 phosphate. Ou c'est la dihydroxyacétone phosphate. Donc, le reste de la réaction de la glycolyse sera sur le glycéraldéhyde 3 phosphate. Mais il sera sur la dihydroxyacétone phosphate. Elle n'est pas compatible pour les réactions de la glycolyse. Donc, il sera la dihydroxyacétone phosphate. Il sera une deuxième réaction d'isomérisation. La dihydroxyacétone phosphate, elle va s'isomériser en glycéraldéhyde 3 phosphate. Donc, cétose تولي aldose تولي glycéraldéhyde phosphate grâce à la triose phosphate isomérase. Donc, à la fin de la première phase, je vais avoir 2 glycéraldéhyde 3 phosphate. Est-ce que c'est clair? Donc, je résume les réactions de la première phase. وش عندنا؟ عندنا du glucose qui a été phosphorylé en glucose 6-phosphate. Le G6P a été isomérisé en fructose 6-phosphate. Le fructose 6-phosphate a été phosphorylé en fructose 1,6 bisphosphate. On va couper en 2 trioses, le glycéraldéhyde 3 phosphate et la dihydroxyacétone phosphate. La dihydroxyacétone phosphate ne peut pas suivre les réactions de la glycolyse parce que les enzymes ne travaillent pas sur la dihydroxyne, ils travaillent sur le glycéraldéhyde 3 phosphate. Donc, au chisral, la dihydroxyacétone phosphate, elle va s'isomériser, elle est isomérisée en glycéraldéhyde 3 phosphate. Donc, à la fin de la première phase, j'ai obtenu 2 glycéraldéhydes 3 phosphate, un vrai glycéraldéhyde 3 phosphate et un faux glycéraldéhyde 3 phosphate provenant de l'isomérisation de la dihydroxyacétone phosphate. Donc, à la fin de la phase de consommation, j'ai consommé 2 ATP et j'ai produit 2 glycéraldéhydes 3 phosphate. Est-ce que c'est clair? Ah oui, il y a beaucoup d'explications à la métabolique. Est-ce que c'est clair? C'est clair? Très bien. Donc voilà, on a fini la première phase de la glycolyse. C'est la première phase. Donc, je suis partie d'une molécule à 6 carbones qui est le glucose. À la fin de la première phase, j'ai obtenu 2 composés à 3 carbones chacun. C'est comme ça qu'on dégrade des molécules. À chaque fois, on les carbones, les carbones et on tire de l'énergie. Les carbones et on tire de l'énergie. Donc, puisque la première phase est comprise et claire, je passe maintenant à la deuxième phase donc, à partir de maintenant, on multiplie tout par 2 parce qu'il y a des 2 glycéraldéhydes 3 phosphates. Donc, on passe à la deuxième phase, c'est la phase de production d'énergie. Maintenant, à la phase de consommation, on passe à la phase de production d'énergie. Donc, le glycéraldéhyde 3 phosphates, les 2 glycéraldéhydes, multipliés par 2, les 2 glycéraldéhydes 3 phosphates va subir une réaction d'oxydoréduction faisant intervenir une enzyme ANAD et phosphorylation. شوفوا هذا الفوسفات هذا c'est un phosphate inorganique, c'est PI, mais شو جايني من l'ATP. Attention et attention et attention. هذا الفوسفات هذا les 2 glycéraldéhydes 3 phosphates, ils vont se phosphoryler pour avoir le N3 bisphosphoglycérate. Bisphosphoglycérate, c'est faux là. Bisphosphoglycérate. Le phosphate هذا, il n'a pas été pris
il n'a pas été donné par l'ATP, c'est un phosphate inorganique qui se trouve dans le milieu, PI. Attention, c'est un phosphate inorganique qui a été utilisé donc du milieu. Donc, le déglycéraldéhyde 3-phosphate est phosphorylé en 1,3 bisphosphoglycérate. Donc, le 3, عندي 2 phosphates, واحد لهنا الفوق في C1 وواحد في C3. Donc, il y a eu un transfert d'électrons et de protons sur le NAD+, qui est devenu NADH+. شوفوا, la réaction, elle est très résumée. En réalité, elle se passe en 4 petites réactions. باش نشوفوا vraiment les H+, qui ont été enlevés et pris en charge par le NAD, لازم نشوفوا le détail de la réaction. Pour ne pas perdre de temps, حطوا بالكم باللي les H+ ont été pris en charge من هذا. Et c'est pour ça qu'on a obtenu du NADH+. Donc, qu'est-ce que j'ai produit? J'ai produit 2 NADH+, qui est multiplié par 2. D'accord? Ensuite, le 1,3-bisphosphoglycérate est transformé en 3 phosphoglycérates. Comment? Le phosphate qui a été collé tout à l'heure sera cédé à l'ADP avec production d'ATP. Et j'obtiens le 3-phosphoglycérate. Donc, le 1,3-bisphosphoglycérate, c'est un quoi? Le 1,3-bisphosphoglycérate, c'est un quoi? Vous allez me répondre cette fois. Donc, le 1,3-bisphosphoglycérate est transformé en 3-phosphoglycérate avec production d'ATP. Le PI, le phosphate, a été coupé, le saqf l'ADP ou medli ATP. Donc, le 1,3-bisphosphoglycérate, c'est un quoi? C'est un quoi? Ou l'opération de production d'ATP, ou je ne sais pas. Je ne sais pas l'opération phosphorylation au niveau du substrat. Phosphorylation au niveau du substrat. L'opération est phosphorylation au niveau du substrat. Avec, donc, j'ai produit de l'ATP. Un ATP produit hors la chaîne respiratoire, toujours c'est une phosphorylation au niveau du substrat. Le 1,3-bisphosphoglycérate, c'est un c'est un composé à haut potentiel d'hydrolyse. C'est un composé à haut potentiel d'hydrolyse. هذا اسمه un composé à haut potentiel d'hydrolyse. D'accord? Donc, le 1,3-bisphosphoglycérate est transformé en 3 phosphoglycérates. Le phosphate est cédé à l'ADP avec production d'ATP. C'est une phosphorylation au niveau du substrat avec production. On a 2 ATP, on a 2 NADH+, on a 2 ATP parce que tous sont multipliés par 2. Donc, on obtient le 3-phosphoglycérate. Alors, le 3-phosphoglycérate, à son tour, le phosphate, il n'est pas riche en énergie. Il est riche en énergie, mais comment? Donc, le 3-phosphoglycérate va subir une mutation, un changement de sa place. Mais le C2, il va passer au C3, C3 il va passer au C2 grâce à la phosphoglycéromutase. Donc, le 3-phosphoglycérate devient 2 phosphoglycérates. Le phosphate qui était en position 3 est transféré sur le carbone numéro 2. Donc, on obtient le 2-phosphoglycérate. Alors, le 2-phosphoglycérate, à son tour, regardez bien ce qui se passe. شوفوا هذا le phosphate, on est énergétique, on est riche en énergie. Le 2-phosphoglycérate subit une déshydratation sortie d'une molécule d'eau. Donc, la sortie de la molécule d'eau a rendu maintenant le phosphate qui n'était pas riche en énergie. Maintenant, après la sortie de la molécule d'eau, il est devenu riche en énergie. Donc, la sortie de la molécule d'eau, elle a redistribué l'énergie de la molécule où j'ai obtenu le phosphoénol pyruvate. Donc, pratiquement 1 minute, donc je vais rapidement expliquer. Alors, le 2-phosphoglycérate est déshydraté en phosphoénol pyruvate.
L'intérêt de cette déshydratation, elle va redistribuer l'énergie de telle sorte que le phosphate qui n'était pas riche en énergie, après déshydratation, il est devenu riche en énergie. D'accord? Le 2-phospho, le phosphoénolpyruvate, très bien. Donc le phosphoénolpyruvate, le pays qui est devenu riche en énergie, va céder son phosphate l'ADP, production d'ATP, et on obtient enfin 2 pyruvates. Voilà. Bon, je vous remercie beaucoup. Donc,